On pense parfois que ne rien changer, c'est neutre, que c'est inaction et que de rester là, c'est une décision qui est sans risque. Et que le statu quo, ça ne coûte rien. Ça, c'est une illusion. Ne rien changer a un prix. Il a un prix réel, concret, mesurable en euros, en années, en énergie dépensée, à faire autre chose qui ne te ressemble plus. Sauf que ce prix-là, ce prix de l'inaction, ce prix du statu quo, il n'y a personne qui te donne une facture et qui dit voilà, en fait, ça te coûte ça tous les mois de ne pas bouger. Jusqu'au jour où tu fais toi-même ce calcul. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer que ne rien changer, ça te coûte vraiment. Pas pour te culpabiliser, pas pour te faire peur, mais parce que dans notre façon d'évaluer les décisions importantes, dans notre vie, il y a une asymétrie profonde et dangereuse. On calcule toujours le coût du changement. On va calculer le coût de l'accompagnement, de la formation, etc. Mais on ne calcule jamais le coût de l'immobilité. On se demande, qu'est-ce que je risque si j'agis? Mais on ne se demande jamais qu'est-ce que je risque si je n'agis pas. Et cette asymétrie-là, elle maintient des entrepreneurs brillants, compétents, passionnés dans des situations en fait qui ne leur conviennent absolument plus. Pas parce qu'elles sont lâches ou résignées, mais parce qu'elles ne voient pas clairement ce que leur immobilité leur coûte vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse ce petit calcul ensemble, jusqu'au bout et sans détour. Parce que la vraie question à se poser n'est pas est-ce que je peux me permettre de tout changer? La vraie question c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas changer? Et je pense qu'une fois qu'on a vu les chiffres, vraiment vu les chiffres et les conséquences de l'inaction, la réponse elle devient souvent évidente. Je m'appelle Laurence Beckers, je suis la fondatrice de Succès au féminin, un programme d'accompagnement de 6 mois pour aider les femmes à créer un business rentable et aligné avec ce qu'elles aiment. Quand on envisage de se lancer, de changer de vie, de créer son activité, on calcule immédiatement les risques. Combien ça va coûter, ce qu'on pourrait perdre, ce qui pourrait mal tourner. On dresse la liste mentale de tout ce qui pourrait ne pas marcher. C'est humain, c'est même intelligent d'anticiper les risques, mais on ne fait presque jamais le calcul de l'inverse. On ne se demande pas ce que ça coûte de rester, ce qu'on perd chaque mois à ne pas agir, ce que représente en euros, en temps et en énergie une année de plus dans une situation qui ne nous convient plus. Et pourquoi cette asymétrie? Parce que le coût du changement est visible, il est immédiat, on le voit avant même qu'il ne se produise. Donc on l'anticipe, on le projette, on l'amplifie parfois. Le coût du statu quo, lui, il est invisible, il est différé et il ne se présente pas d'un coup, en fait, il s'accumule lentement, discrètement, sans faire de bruit, jusqu'à qu'il devienne énorme. Et notre cerveau, il est très mal équipé pour évaluer les coûts différés. On est câblé pour réagir aux situations et aux menaces immédiates, pas pour calculer ce qu'on perd sur 10 ans de non-décision. Dans mon boulot, j'observe quelque chose de récurrent. J'entends souvent « j'aurais dû faire ça plus tôt ». Pas « j'aurais dû faire ça différemment ». Ça, c'est rarement. Mais par contre, juste plus tôt. Et derrière cette phrase, il y a une prise de conscience du prix qu'elles ont payé en attendant. Un prix qu'elles n'avaient pas calculé ou qu'elles n'avaient pas vu venir. Je te propose aujourd'hui de calculer ce prix. Et pour ça, je vais te parler de 4 coûts bien distincts du statu quo. La première partie, c'est le coût financier de l'immobilité. Commençons par quelque chose de très concret, le plus mesurable, l'argent. Et on va faire un calcul très simple. Imagine que tu as 40 ans, tu gagnes 3 500 € par mois, net, dans ton emploi actuel. Tu sais où tu sens que tu pourrais construire une activité qui te générerait bien plus et on peut prendre l'exemple d'à peu près 8 000 € par mois dans quelques années. Mais t'attends en fait, parce que tu estimes que tu n'es pas encore prête, que ce n'est pas le bon moment. Chaque mois que tu attends, l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu pourrais gagner s'accumule. Si cet écart, il est de, par exemple 2 000 € par mois, et c'est souvent bien en dessous de la réalité, après 6 mois d'attente, c'est 12 000 €. Après 1 an d'attente, c'est 24 000 €. Après 3 ans, 72 000 €. Après 5 ans, on parle de 120 000 €. 120 000 € en 5 ans. C'est pas de l'argent hypothétique, c'est pas imaginaire en fait, c'est vraiment la différence réelle entre de ce que tu gagnes aujourd'hui et ce que tu pourrais par exemple gagner avec ton activité. Maintenant, si on fait un deuxième calcul, et celui qu'on fait encore moins souvent, c'est imagine que tu lances une activité d'accompagnement. Tu construis une offre à 3 000 €. C'est un tarif qui est excessivement raisonnable quand on est dans de l'accompagnement de qualité et quand on amène une vraie transformation, qu'on répond à un vrai besoin. Tu travailles seulement avec 5 clientes par trimestre.
ça nous fait 15 000 euros par trimestre, tu gagnes 60 000 euros par an. Comparé à tes 42 000 euros annuels bruts dans un emploi de salarié où tu vas prester tes 38 heures, la différence, elle vient pas d'un talent en fait, elle vient juste d'une offre qui est bien construite, d'un positionnement clair et d'une décision que tu as prise. Et il y a un troisième coût, un peu moins visible, celui de l'énergie que tu dépenses à rester dans une situation qui ne te convient plus, et crois-moi bien, c'est quelque chose d'insupportable, c'est peut-être inchiffrable parce que ça vient vraiment te manger l'intérieur, ça peut avoir des conséquences sur ton physique. Et quand tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, tu vas travailler moins bien. Pas parce que tu es moins capable, parce que tu n'as plus ce truc, tu n'as plus le feu en fait. Tu fais le minimum qui est nécessaire. Tu ne cherches plus à exceller et tu attends que ta journée elle se termine. Cet état-là a des conséquences professionnelles réelles sur la qualité de ton travail, sur ta réputation, sur les opportunités qui arrivent. Le statu quo te coûte de l'argent à court terme, à moyen terme et à long terme. Et sur plusieurs fronts. Je voudrais te parler du coût du temps, qui est la ressource qu'on ne récupère jamais. Parce que l'argent dont on vient de parler, on peut toujours le regagner. Le temps, jamais. Et c'est là que le prix du statu quo devient vraiment vertigineux. Chaque année qui passe sans agir, c'est une année de moins pour construire ce que tu veux vraiment. Une année de moins pour vivre l'alignement que tu cherches. Une année de moins pour être l'exemple que tu veux donner à tes enfants, à tes proches, à tes amis, aux autres femmes qui te regardent. Une année, c'est 365 jours. C'est 52 semaines. 365 matins où tu te lèves pour faire quelque chose qui n'est pas vraiment pour toi. Et quand ces années, elles s'accumulent, 2, 3, 4 ans, ça ne disparaît pas en fait. Ça laisse vraiment une trace, pas seulement dans le temps perdu, mais dans la façon dont tu te perçois. J'entends tellement de femmes me dire « j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt ». Et il y a quelque chose d'encore plus subtil dans le coût du temps. Quelque chose qu'on évoque rarement. C'est ce que l'attente fait à la confiance en toi. En fait, plus tu vas attendre, plus il devient difficile d'agir. Pas parce que tu deviens moins compétente, au contraire, tu pourrais même accumuler de l'expérience, mais parce que l'inaction se justifie elle-même avec le temps. Tu construis des raisons de plus en plus solides pour rester dans ton immobilité. Puis un jour, ces raisons, ça ressemble tellement à des certitudes qu'il te devient très difficile de te remettre en question. J'ai attendu tellement longtemps que c'est peut-être un signe pour moi que je ne dois pas y aller. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais déjà commencé. À mon âge, c'est peut-être trop tard. Ces pensées, elles sont le produit direct de l'attente, pas de la réalité. Et ce que je veux que tu entendes, c'est que c'est pas une fatalité. Que tu aies 40 ans ou 50 ans, il est encore temps, largement même. Mais chaque jour compte, pas pour te mettre la pression, mais pour te rappeler que tu as le pouvoir d'agir maintenant. On parle rarement du coût émotionnel. Le coût émotionnel, c'est cet épuisement en fait de faire ce qui ne te ressemble plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à admettre parce que admettre qu'on est épuisé émotionnellement par ce qu'on fait, c'est admettre que quelque chose ne va pas. Et on préfère souvent croire que c'est la fatigue normale du travail, que tout le monde ressent ça et que ça va passer. Mais il y a une différence fondamentale entre la fatigue d'une personne qui fait un travail difficile et qu'elle aime et l'épuisement d'une personne d'un travail qui ne lui ressemble plus. Parce que cette fatigue-là, en fait, elle disparaît pas. Elle s'accumule, elle s'installe, elle devient un fond sonore de ta vie. Tu te lèves le matin, la première pensée, c'est pas enthousiaste, c'est pas l'impatience que tu vas faire, c'est juste l'obligation de le faire. Tu fais ce qu'il faut faire et tu le fais bien. Parce que tu es professionnelle, parce que tu es consciencieuse, mais tu le fais en mode automatique. Et puis, il y a ces moments, dans une réunion, en lisant un article ou en parlant peut-être avec quelqu'un qui a un projet, où tu sens qu'il y a quelque chose qui s'allume en toi. Une étincelle, une curiosité, une envie. Et puis, tu te dis que c'est pas le bon moment en fait et que tu y penseras plus tard. Tu rentres chez toi le soir. Mais c'est pas d'une bonne fatigue en fait, c'est d'une fatigue creuse. C'est celle qui ne vient pas de s'être donnée à fond. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça ta vie en ce moment? Parce que ce que je décris, c'est pas un simple manque de motivation qui est passager. En fait, c'est vraiment un signal qui est fort et que tu dois écouter. Pour ta santé d'abord, le stress chronique qui est lié au désalignement professionnel a des conséquences physiques réelles. Troubles du sommeil, irritabilité, baisse d'immunité et dans certains cas, burn-out. Ensuite, quand tu te vides émotionnellement par ton travail, tu vas aussi avoir en plus de ton physique des conséquences sur tes relations, tes enfants, ton partenaire, tes amis. Ils vont sentir ça sans parfois pouvoir le nommer. Et puis il y a ton identité, parce que ce qu'on fait professionnellement est profondément lié à ce qu'on est. Quand ce qu'on fait ne nous ressemble plus, on perd progressivement le fil de qui on est vraiment. Et cette perte-là, elle est pas chouette en fait, et elle est coûteuse.
Une femme que j'ai accompagnée m'a dit cette phrase un jour: Laurence, je ne savais pas à quel point j'étais épuisée avant de ne plus l'être. Et je trouve que cette phrase, elle résume tout. On ne mesure souvent l'épuisement du statu quo qu'au moment où il s'arrête. Quand on compare comment on se sent avant et comment on se sent après. Je voudrais te parler des excuses que j'entends le plus souvent et pourquoi est-ce qu'elles ne tiennent pas. La première excuse, ce n'est pas le bon moment. Il y a toujours quelque chose. Les enfants sont petits, les enfants partent à l'université, c'est Noël, c'est le début d'année, peu importe. En fait, le bon moment, il n'existe pas. Il se crée. Il se crée en décidant que c'est maintenant. Moi, j'ai dans les femmes que j'accompagne des mamans qui ont des petits bouts en bas âge, qui ont leur job et qui démarrent leur activité en complémentaire. Elles se sont pas dit: je vais attendre que mes enfants soient à l'unif pour pouvoir démarrer mon activité. La deuxième excuse, c'est: je n'ai pas assez d'argent pour me lancer. Le nombre de fois que j'ai entendu ça. En fait, revenons au calcul du début. Combien te coûte chaque mois supplémentaire d'attente? Combien ça te coûte en fait de rester encore une année dans la situation dans laquelle tu es? Quand on lance par exemple une activité de service, que ça soit du conseil, du coaching, ça ne demande aucun capital de départ. Ce qu'il faut, c'est avoir une offre claire, c'est de définir la cliente idéale et avoir la capacité de communiquer avec elle. Aucun de ces trois éléments ne nécessite de l'argent. Moi, j'ai commencé mes premiers réels sur les réseaux avec un vieil iPhone et avec des écouteurs dans les oreilles. La troisième excuse, c'est: je ne suis pas assez légitime. Alors, la légitimité n'est pas un diplôme qu'on obtient un jour et qui permet enfin d'agir. C'est quelque chose qui se construit à l'intérieur et ça se construit en agissant. Les femmes les plus légitimes que je connaisse ne se sont pas senties légitimes avant de se lancer. Elles se sont senties légitimes parce qu'elles s'étaient lancées. Et souvent, quand on creuse cette impression de manque de légitimité, on découvre quelque chose d'intéressant. Parce que souvent, la personne qui se dit illégitime, elle a parfois 15 ans d'expérience derrière elle dans un domaine. Elle a des résultats, elle a des compétences. Elle attend une validation extérieure, un titre, un diplôme, une reconnaissance qui lui donnera enfin la permission d'exister. Et cette permission-là, personne ne te la donnera en fait. Tu dois te la donner à toi-même. La quatrième excuse: et si ça ne marche pas? Ok. Et si ça marche? Je te pose la question vraiment sérieusement parce qu'on a passé énormément de temps à imaginer des scénarios d'échec. Mais imagine simplement que ça fonctionne en fait. Et visualise tes scénarios de réussite. Dans les deux cas, que ça marche ou que ça ne marche pas comme prévu, tu auras appris quelque chose. Tu auras grandi. Tu auras agi et tu n'auras pas à te demander: et si j'avais essayé? L'échec entrepreneurial, ça se traverse. Le regret de ne pas avoir essayé, lui, il reste. Dans mes vidéos, j'aime bien de temps en temps te parler de femmes qui sont inspirantes, qui sont entrepreneuses. Aujourd'hui, je vais te parler de Vera Wang. Son nom est synonyme de robe de mariée de luxe. Elle habille les célébrités du monde entier. Sa marque est une référence absolue dans l'univers de la mode. Mais ce que peu de gens savent, c'est le chemin qui a précédé tout ça. Elle a commencé en fait sa vie d'adulte comme une patineuse artistique de compétition. Elle avait le niveau, l'ambition, la pression. Elle a essayé d'intégrer l'équipe olympique américaine, mais elle n'a pas été sélectionnée. Son premier chemin a été fermé. Elle s'est alors tournée vers le journalisme de mode. Elle est devenue éditrice chez Vogue et pendant 17 ans, elle a travaillé pour l'un des magazines les plus influents du monde. Elle connaissait la mode de l'intérieur, elle avait accès aux plus grands créateurs. Et puis à 40 ans, quelque chose a changé. Elle s'est fiancée, elle a cherché une robe de mariée. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, des robes qui alliaient l'élégance contemporaine et sophistication intemporelle. Elle a décidé de créer la sienne. Et dans cet acte-là, créer sa propre robe parce que ce qu'elle cherchait n'existait pas encore, elle a vu une opportunité. Elle a tout quitté. 17 ans de carrière stable, prestigieuse, pour se lancer dans la création de mode. Sans formation de stylisme, sans expérience en tant que créatrice. Et elle l'a fait à 40 ans. Le milieu de la mode a-t-il immédiatement reconnu son talent? Non. Il a fallu du temps, du travail et de la persévérance. Mais aujourd'hui, 35 ans plus tard, Vera Wang est une institution. En fait, ce qui me touche dans son histoire, c'est pas le succès final, c'est la décision. À 40 ans, avec 17 ans de carrière derrière elle, elle a choisi de ne pas laisser le confort du statu quo décider à sa place. Et elle a choisi le risque du changement, plutôt que celui de l'immobilité. Alors je te dis pas d'attendre 40 ans pour agir, l'âge n'est jamais un problème. Le problème, c'est de confondre ce n'est pas encore le bon moment avec il est trop tard. Alors, parlons de ce que tu peux faire concrètement. La première étape, c'est de faire le calcul. Mais vraiment, fais-le. Tu prends une feuille, un stylo et écris ce que te coûte chaque année supplémentaire d'immobilité. Financièrement, quelle est la différence entre ce que tu gagnes aujourd'hui et ce que tu pourrais générer dans une activité alignée?
Calcule en temps combien d'années tu as déjà perdu dans ton inaction. Calcule la partie émotionnelle. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau d'énergie et d'enthousiasme tu vis ton quotidien professionnel aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente comme coût pour ta santé? Et donc tu vas pouvoir visualiser et voir ces chiffres noir sur blanc sur ton papier. La deuxième étape serait de poser une question différente. Au lieu de « est-ce que je suis prête ?», demande-toi « qu'est-ce que j'attends exactement ?» Sois précise. Qu'est-ce qui doit se passer concrètement pour que tu considères que c'est le bon moment? Écris-le et ensuite demande-toi honnêtement. Est-ce que ce moment-là, il peut vraiment arriver? Ou est-ce que tu attends quelque chose d'indéfini? Très souvent, quand on va creuser cette question, on réalise qu'il n'y a pas de réponse claire, qu'on attend quelque chose de vague, que le bon moment est une fiction commode qu'on se raconte. La troisième étape, c'est de poser un acte concret. Pas tout changer d'un coup, c'est poser un acte. Une décision, une conversation, une chose qui va rompre l'inertie. Parle de ton projet à voix haute à quelqu'un en qui tu as confiance. Prends rendez-vous pour une conversation exploratoire. Mets par écrit ce que tu veux vraiment construire. Fixe une date, plutôt de mettre bientôt, mais une date. Sois précise en fait. Parce que le statu quo se nourrit dans l'immobilité. Et même le plus petit mouvement que tu vas faire va te permettre de sortir de cette situation. Et puis surtout, il n'y a pas de honte à avoir attendu. Avant de conclure, je voudrais te poser une question. Dans un an, jour pour jour, qu'est-ce que tu veux avoir fait? Pas ce que tu veux avoir obtenu. Qu'est-ce que tu veux avoir fait? Quels actes veux-tu poser? Les décisions que tu veux avoir prises. Parce que dans un an, tu auras réponse à cette question. Elle va exister, cette réponse. La seule variable, c'est laquelle? Tu veux regarder en arrière et voir une femme qui a décidé ou regarder en arrière et voir une femme qui attend? Ce choix, en fait, il t'appartient et il se prend maintenant. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le changement, il fait peur, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, j'espère que j'ai réussi à te montrer quelque chose d'essentiel. C'est que la peur du changement et le coût de l'immobilité sont deux choses réelles, deux risques réels et qui ont deux prix réels. Alors j'espère que cette réflexion, ça a apporté quelque chose de plus clair en toi, que tu as pu faire tes calculs et estimer aussi émotionnellement ce que ça peut te coûter. Et si aujourd'hui, tu as envie de te mettre en action, de lancer ton activité, je te propose de cliquer sur le lien en description et de prendre un appel avec moi. Like, partage, commente et surtout abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à entendre mes vidéos. À bientôt!